Salut scientifique. Récemment, lorsque j'étais sous la douche, l'eau était un moment beaucoup trop chaude, et je me suis dit « Ah, c'est chaud !» Et puis ensuite, je me suis demandé « Mais ça veut dire quoi, chaud, physiquement ?» Oui, je sais, je me pose vraiment des questions bizarres sous la douche. Mais bref, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Plus précisément, nous allons se poser la question suivante. C'est quoi vraiment la température en physique ? Et pourquoi c'est si important pour la matière ? Tout d'abord, commençons par définir la température. Vous avez sûrement un jour entendu que plus un matériel est chaud, plus ses atomes sont agités. Alors cette définition marche plutôt bien, mais en réalité il faut apporter des nuances. En effet, cette affirmation fonctionne bien dans le cas des gaz, étant donné que les liaisons des atomes dans un gaz sont beaucoup plus faibles que dans un solide par exemple. C'est pour ça que c'est volatile. Donc dans les gaz, on peut établir une relation statistique venant de la théorie cinétique des gaz. La moyenne des énergies cinétiques des particules est égale à 3,5 fois la constante de Boltzmann fois la température. Donc, sans rentrer dans les détails, ça veut dire que la moyenne des énergies cinétiques des particules, donc leur agitation en fait, est proportionnelle à la température. Donc plus la température est grande, plus l'agitation des atomes est grande aussi, et inversement. Le problème lorsqu'on étudie des liquides ou des solides, c'est que, contrairement à un gaz, les atomes sont beaucoup plus solidement liés. Donc c'est comme si on avait des forces perturbateurs en fait. Surtout que, selon les liaisons, selon les atomes, selon les conditions, etc., les forces engendrées ne sont pas les mêmes. En revanche, on peut tout de même reformuler l'affirmation précédente pour un peu mieux généraliser. Plus la température est grande, plus la moyenne des énergies de mouvement des atomes est élevée. Mais attention, ce n'est pas forcément proportionnel. J'imagine des gens qui, à la place de dire c'est chaud, ils disent la moyenne des énergies de mouvement des atomes est élevée. Personne dit ça. Au passage, je voulais faire une distinction très importante entre chaleur et température. Car non, ce n'est pas du tout pareil. La chaleur correspond à un échange d'énergie thermique, alors que la température décrit plus un état à un moment donné. Donc en effet, ce que ressent un humain, ce n'est pas la température, c'est de la chaleur. Concrètement, si vous touchez un objet métallique qui est plus froid que votre main, eh bien vous aurez une sensation de fraîcheur bien plus intense qu'avec du bois par exemple. Parce que la plupart des métaux sont de très bons conducteurs thermiques, donc en gros ça veut dire que les échanges thermiques se font beaucoup plus facilement et rapidement, contrairement au bois. Ça c'est dû au fait que la plupart des métaux ont des structures très organisées qui laissent bien passer la chaleur, alors que dans le bois on a une structure fibreuse avec parfois des poches d'air, etc. Donc la chaleur passe moins bien. Donc voilà, en fait c'est un échange thermique que l'humain ressent, pas directement de la température. Pour réellement mesurer la température, eh bien, j'espère que vous savez ce que c'est un thermomètre. Même s'il en existe plusieurs types, mais celui qui est le plus connu, c'est le thermomètre à liquide. Souvent du mercure et même de l'alcool d'ailleurs. Le principe, c'est que le liquide dans le thermomètre se gonfle ou se dégonfle en fonction de la température environnante, et ce gonflement est associé à une température grâce à une graduation. Il existe aussi des thermomètres infrarouges, qui lui mesure plutôt le rayonnement infrarouge d'un objet, car oui, tout objet chaud par rapport à l'environnement émet un rayonnement infrarouge. Maintenant que vous savez ce que c'est la température en physique, ainsi comment la mesurer, nous pouvons maintenant se poser une question légitime. Pourquoi les propriétés physiques d'un matériau changent en fonction de sa température ? Eh bien en fait, la réponse se déduit directement de la définition que j'ai donnée pour la température. À savoir que la température correspond au mouvement moyen des atomes dans le matériau. J'espère que vous savez qu'il existe 3 états principaux. Solide, où les atomes sont organisés et vibrent autour de ce qu'on appelle une position d'équilibre fixe. Puis liquide, où les atomes peuvent se déplacer un peu plus les unes par rapport aux autres. Et enfin l'état gazeux, dans lequel les atomes sont désordonnés et très volatiles. Ce qui se passe concrètement dans un matériau solide, l'agitation des atomes dans le matériau n'est pas suffisante pour contrer l'énergie des liaisons des atomes.
Entre autres, on peut dire que les interactions chimiques gagnent, entre guillemets, ce qui permet une structure solide. Cependant, lorsqu'on chauffe, les éléments commencent à être un peu plus en mouvement. Et lorsqu'elles commencent à surpasser les forces de liaison, eh bien ça voudra dire que les forces des liaisons atomiques ne seront plus assez fortes pour maintenir une structure solide. Si on donne encore plus d'énergie thermique, eh bien naturellement, les atomes sont encore plus agités, donc elle comptera encore plus la force des liaisons atomiques. Par conséquent, la structure sera beaucoup moins organisée, et passera donc d'un état liquide à un état gazeux. Donc en fait, les changements d'état dans un matériau correspondent simplement à un équilibre entre énergie d'agitation et force d'interaction. Même si c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, mais je vais rester là-dessus. Et de ça, on peut facilement en déduire que les propriétés chimiques du matériau changent. Et pour illustrer ces changements de propriétés, je vais vous présenter des exemples. De 1, la dilatation du matériau. Car oui, plus on chauffe quelque chose, plus elle se dilate. Car sans rentrer dans les détails, plus les particules sont agitées, plus ces dernières sont en moyenne éloignées. Et c'est tout particulièrement remarquable chez les gaz. Deuxième exemple, la conductivité électrique. Pour certains métals, lorsqu'il est plus froid, eh bien il est plus conducteur. Parfois même, il peut devenir un supraconducteur. Ça c'est dû au fait que plus il y a d'agitation, plus le milieu est chaotique pour les électrons à passer, car plus de collisions entre électrons et atomes en moyenne. Donc à l'inverse, plus il fait froid, plus le milieu est stable et donc du coup les électrons ils ont moins de chances de rentrer en collision. C'est en partie pour ça que si vous chauffez un aimant un peu trop, eh bien elle arrête de fonctionner. Et d'ailleurs, pour information, on appelle température de Curie la température maximale avant qu'un aimant permanent se démagnétise définitivement. Et enfin, dernier exemple, la résistance mécanique. Plus un matériau est chaud, plus il est généralement malléable et plus fragile. Grossièrement, lorsque le matériau est chaud, on a vu que la structure est moins rigide, ce qui permet au défaut du matériau de se déplacer plus facilement, signifiant que le matériau encaisse mieux les déformations avant de casser. Elle devient par conséquent plus malléable. Il y a bien évidemment plein d'autres choses à voir à propos de la température. D'ailleurs, je réserve même une vidéo qui parlera de différents états exotiques de la matière. Mais dans tous les cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.